Bonjour à tous. Merci au Comité de Loire de m'avoir invité. Oui, donc on va quitter le vignoble et passer à l'étude du vin, parce que finalement, ce vignoble, il est là surtout pour qu'on puisse faire du vin avec. Donc je ne vais rien vous apprendre en vous disant que le vin, c'est l'expression d'une identité territoriale. Peut-être, on aurait pu penser aussi que ce soit l'expression d'une identité d'un homme. Mais on aime à penser dans le monde du vin que c'est nos territoires et puis nos terroirs qui sont mis en valeur. Et c'est probablement ça qu'on essaye de faire. J'ai vraiment du mal avec la technologie, moi. Dans le vin. On a l'habitude de dire que le goût et l'identité des vins, ça relève de l'expression de notre terroir, incluant évidemment le viticulteur, l'homme, modulé par le millésime et patiné par le passage du temps. Est-ce que cette phrase est vraie ou n'est pas vraie? Je ne sais pas. C'est ce qu'on trouve dans les cours à l'Université de Bordeaux. Mais on va voir ensuite que peut-être que nos anciens ne s'étaient pas si trompés que ça. Et pourquoi c'est important de connaître nos identités et connaître nos compositions de vin? Parce qu'aujourd'hui, clairement, le vignoble, je ne vais pas vous l'apprendre, a des petits problèmes de crise et pris en étau entre un consommateur qui va changer ses habitudes, qui va changer de désir, qui va avoir des attentes par rapport au vin qu'il va avoir dans la bouteille, des idées reçues aussi, pas mal d'idées reçues, ce consommateur. Et puis un vignoble qui, avec l'exposé de Mathieu, on l'a très bien compris, et aujourd'hui, et aussi avec l'exposé de Lydia, est soumis à des modifications climatiques importantes et donc des modifications des risques. Et donc là-dedans, nous, les chimistes du vin, on a toujours pensé qu'on était capable d'accompagner la filière dans la sécurisation de l'expression de nos terroirs, parce que je le rappelle, un vin de qualité, c'est avant tout un vin qui a le goût du raisin avec lequel il a été produit. Donc pour ça, depuis les années 80, on identifie des concepts sensoriels, on quantifie des composés, on identifie des composés, on en cherche les précurseurs, et puis on essaye de proposer à la filière des stratégies d'adaptation. La plus grande success story a peut-être été la lutte contre l'isobutylméthoxypyrazine, qui à Bordeaux était un problème et qui maintenant ne l'est plus. Alors, est-ce que c'est grâce au changement climatique ou grâce au travail des chercheurs? Je ne vais pas aborder ce sujet aujourd'hui, mais ce n'est plus un problème. Donc, pour répondre à ces questions et pour aborder cette stratégie, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de la chromatographie. Donc, on prend des vins, des extraits de bois, des feuilles, tout ce qu'on veut, et puis on sépare les composés du mélange. Et ça, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, pour l'instant. Et puis, on identifie des composés. Alors, on est très fiers quand on a identifié un composé. On mesure des aires sous les courbes et on en déduit des quantités. Et on fait des beaux tableaux comme ça de synthèse avec plein de données. Et avec ces beaux tableaux, on fait des statistiques. Et en fait, on se rend compte qu'avec ces statistiques, on n'y voit rien. C'est complètement flou. La projection par la statistique classique de la donnée quantifiée que l'on va pouvoir avoir dans les laboratoires, ça ne nous donne qu'une vision extrêmement partielle de la réalité. Alors, je peux conclure tout ce que je veux à partir de ces ACP, mais il n'empêche que c'est une représentation floue de la réalité. Et puis aussi, l'autre point, c'est que dans tous ces chromatogrammes, il y a plein d'informations, ici, tout ce qui est en rose, là, tac, qu'on laisse complètement de côté si on s'intéresse qu'aux pics dits d'intérêt, aux molécules clés, ce qu'on a toujours appelé la molécule clé. Alors pourquoi on laisse ces informations de côté? Parce qu'on ne sait pas les traiter, jusqu'à ce qu'arrivent les spécialistes de la data. Et il y a quelque temps, j'ai rencontré un spécialiste des réseaux de neurones et du traitement de la data qui m'a dit « Écoute, c'est super ce que tu fais, ce que vous faites, très bien ce que vous faites, mais regarde un petit peu, si j'empile plein de chromatogrammes, il y a des informations qui sont peut-être plus spécifiques d'un chromato ou de l'autre. Ce bruit de fond, t'en fais quoi? J'en fais rien, monsieur. Donc, on n'est pas bon, on va peut-être bosser avec vous. »
Cette personne, c'est Alexandre Pouget, mon collègue qui est neuroscientifique à l'Université de Genève, et il nous a proposé une opportunité. Donc il m'a dit, moi je suis capable de te traiter le signal avec des approches basées sur des réseaux de neurones qui vont demander d'être complètement disruptifs, et peut-être que je vais te trouver d'autres informations que tu n'as pas vues dans tes chromatogrammes. Bon, alors moi j'ai trouvé ça super, hein. J'ai dit écoute, c'est super, donc du coup je vais te donner des informations, des chromatogrammes bruts, et puis tu vas m'aider à identifier les vins, tu vas me dire si c'est le millésime ou le terroir qui est le plus important, répondre à cette fameuse question des anciens. Tu vas me dire dans le chromatogramme où se trouve l'information qui est typique du château A ou du château B, de façon à ce que je puisse faire du château B avec le vin du château A. Et là, il m'a dit, non, mais tu vas te calmer un peu parce qu'on n'en est pas là. On va tester et on verra bien. Et surtout, l'objectif, ce n'est pas de faire de la contrefaçon. Donc, j'avais des vieilles données dans le laboratoire, issues, dans un premier temps, d'analyse de 7 châteaux, analysées. On avait analysé 12 millésimes par château, de vins qui étaient déjà vieux, qui avaient déjà plus de 15 ans au moment où les analyses ont été faites, avec 7 méthodes différentes. Donc, du coup, ça faisait pas mal de chromatogrammes et pas mal de data. Et ça se passait pendant la thèse de Justine Laboirie. J'ai envoyé tous ces chromatogrammes, pas tous ces chromatogrammes, seulement 3 parmi les 7 chromatogrammes à mon collègue, et j'ai dit, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Donc, il a fait des normalisations que moi, je ne maîtrise pas du tout, et il m'a dit, on va tester des algorithmes anciens de machine learning. Si vous regardez bien, pour l'instant, c'est une expé qui a coûté rien, parce qu'on a récupéré des vieilles données et testé des algorithmes de machine learning pour voir si les algorithmes étaient capables de regrouper les châteaux ou bien capables de regrouper les millésimes. Et il y a eu un premier essai qui a été fait. Dans ce premier essai, moi, j'avais envoyé un premier set pour entraîner l'algorithme et puis un deuxième set complètement anonymisé, pour vous la faire courte. Et puis, il me renvoie une projection, un peu comme la projection qui a été proposée par Philippe ce matin avec les feuilles, une projection de tous mes vins. J'ai remis les étiquettes sur les points, pour vous la faire courte. Merci. Merci beaucoup. Et on s'est rendu compte de quoi? On s'est rendu compte que l'algorithme avait fait des paquets avec les vins issus d'un même cru. Ça, c'est assez intéressant. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec cette approche-là et avec l'analyse des composés volatiles, on est capable de retrouver le cru, si on prend la peine de traiter la donnée correctement. Ça nous apprend quoi aussi? Ça nous apprend sur ces vins-là, qui sont des vins de Bordeaux, la trace du cru est plus importante que la trace du millésime. Alors certes, dans le set de millésime, j'avais pris le soin de retirer le millésime 2003, qui est un millésime extrêmement atypique. Mais à une exception près, on a eu cette information. Finalement, l'ADN du cru est plus importante que tout. Et puis, on se rend compte que dans cette projection, il y a finalement 2 paquets de crus, 3 crus, j'arrive pas à fonctionner ça, 3 crus à droite et 4 crus de l'autre côté. Alors, ce qui était génial, c'est qu'en plus, sur cette projection, on a pu retracer la géographie de l'espace bordelais et retracer la rivière entre ces 2 paquets, la rivière Garonne. Donc moi, je me suis dit, en fait, c'est nul cette histoire, c'est juste une histoire de cépage. Il a été capable de repérer les cépages. Et puis, l'algorithme a été capable de repérer les cépages dans des marqueurs qu'il a trouvés dans les chromatos. Donc, il a fait des paquets de cépages, et puis voilà. Donc, on a réentraîné le système avec la donnée d'entrée qui était l'encépagement, et on se rend compte que ça marche un peu, mais ça ne marche pas si bien que ça, et qu'en particulier, il y a 3 châteaux qui sont complètement impossibles à séparer. Donc ça a été le premier test, le travail initial, on va dire.
Alors évidemment, hein, en science, quand on a une hypothèse qui marche, ce qui est sympa, c'est de tirer sur cette hypothèse, comme on tirerait sur un élastique, pour essayer de la faire claquer. C'est comme ça qu'on voit sa robustesse. Donc on a essayé d'autres algorithmes, et on est arrivé toujours à la même conclusion. Donc moi, je me suis dit, je t'ai envoyé 3 chromatos, est-ce que tu es capable de me dire lequel est le plus impactant? Et il m'a dit, je peux te dire qu'il y en a un qui l'est pas trop, le dernier, là, celui que j'ai marqué avec le petit flacon, parce que les 3 chromatos correspondaient à 3 systèmes d'extraction des composés volatiles différents. Ça, on va passer sur les détails. Et moi, j'aurais tellement aimé qu'ils me disent, voilà, il y a le marqueur de l'identité du château machin qui se trouve à tel moment de tel chromatogramme. Donc, comme on le ferait en génétique, il a découpé les chromatogrammes et puis il a regardé l'impact de l'absence d'une information sur la catégorisation. Donc, vous avez les petites barres rouges, ça correspond à l'importance de la zone sur chacun des chromatos. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de zone particulièrement impactante. Et ça, c'est pas mal, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir travailler comme ça sans avoir le risque que les gens détectent des zones de chromatos qui sont impactantes sur l'identité des vins et puissent facilement faire des copies. On savait déjà que nos grands vins et que nos vins ne sont pas facilement copiables. Mais là, ça confirme bien que finalement, l'identité d'un vin, ce n'est pas juste une partie et une molécule, mais c'est un équilibre, un ensemble de choses. Alors j'étais un peu déçue par le fait qu'on n'arrive pas à catégoriser les millésimes. Donc j'ai demandé à ce que ce soit fouillé, et pas plus, pour l'instant. Mais vous me réinviterez dans quelques années, je pense que j'aurai des nouveautés sur la catégorisation des millésimes. Pour l'instant, on n'a pas réussi. Alors, je vous ai dit au départ qu'on avait quantifié plein de composés et il existe plein de datasets qui est dans les laboratoires de recherche avec des composés quantifiés. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec des composés quantifiés sans tenir compte du bruit de fond? Pour l'instant, c'est pareil. Les résultats sont assez décevants. Et c'est presque normal, parce que si c'était si simple que ça, je pense qu'on l'aurait vu depuis de nombreuses années. C'est bien l'entièreté du signal chromatographique qui est impactant sur l'identité des vins. Donc ça a été les premiers travaux que l'on a fait en traitement des données analytiques et qui a été publié en décembre 23 dans Communication in Chemistry. Est-ce que j'ai encore un peu de temps? Il a disparu. Après, on peut se poser des milliers de questions. Aujourd'hui, on essaye de développer cette méthode avec d'autres vins, toujours en se posant la question de l'identité. Et on s'est dit, tiens, on va essayer de voir, parce qu'on travaille avec les Suisses et qu'il y a du pinot noir en Suisse et qu'on n'est pas très loin de la Bourgogne, on va essayer de voir s'il y a des différences entre les pinots noirs du monde. Ou est-ce que finalement, tous les pinots noirs français se ressemblent quand on les confronte aux autres? Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a récolté des bouteilles de vin fini, de pinot noir bourguignon, alsacien et suisse, des trois espaces de production suisses. Et puis, rebelote, on a fait de la chromatographie sur la partie aromatique de ces vins et essayé de voir si on pouvait traiter le signal par des algorithmes d'intelligence artificielle, enfin de réseaux de neurones. On s'est rendu compte que, encore une fois, les algorithmes étaient capables de regrouper les pinots noirs venant de la même zone, mais que ça ne marchait pas tout le temps. Par contre, les pinots noirs bourguignons sont systématiquement identifiés par l'algorithme comme pinot noir bourguignon. Ça, c'est un sacré plus. Les Alsaciens, c'est un peu plus compliqué, avouons-le. Puis on s'est dit, on va aller encore un peu plus loin. On va aller voir si, dans les pinots noirs américains,
On est allé chercher des pinots noirs d'Oregon et de Californie. Alors les bouteilles, on les a achetées, donc c'était un peu des histoires d'opportunités. Est-ce qu'il y a une spécificité du pinot américain? On se rend compte que oui, effectivement, les pinots tout en haut du cadre là-haut, les pinots noirs californiens ont vraiment leur identité. On pouvait s'en douter avec le climat très particulier qu'ils ont. Par contre, les pinots d'Oregon, assez étranges, ils sont complètement mixés avec des pinots qu'on a eus en Bourgogne. Et on s'est dit, mais tiens, il n'y aurait pas un petit... Pourquoi ? Et on a essayé de réentraîner le système en tenant compte des propriétaires. Et finalement, on s'est rendu compte que les pinots qu'on avait achetés en Oregon, c'était des pinots qui appartenaient aux mêmes propriétaires que ceux qui avaient été analysés en Bourgogne. Est-ce que c'était une histoire de style? Est-ce que c'est une histoire de système de production? Est-ce que c'est une histoire de matériel végétal qui aurait pu être importé? On n'a pas la réponse à cette question. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on apprend avec tout ça, c'est qu'à l'aide de systèmes analytiques simples, parce que les systèmes chromatographiques qu'on a utilisés, ce n'est pas des systèmes chromatographiques compliqués. C'est de la chromatographie gaz qu'on trouve dans pas mal d'endroits, dont des laboratoires œnologiques. On est capable, en traitant bien mieux le signal que ce qu'on l'a fait par le passé, d'avoir des informations sur l'identité des vins. Alors ça peut ouvrir plein de portes, en particulier toutes des questions liées à la façon dont on travaille les vins. Si je change ma façon de travailler les vins, est-ce que je vais changer mon identité? Avec ce type d'approche, qui est relativement peu coûteuse, il n'y a pas de caméra qui coûte un bras, Mathieu, et 2 jambes et un rein. Avec ce type d'approche relativement peu coûteuse, on peut avancer et se demander si on continue à produire des vins typiques de votre style, votre exploitation, vos assemblages, en traitant correctement le signal. Alors, une question qui m'est tout le temps posée, donc je vais aborder le sujet, c'est est-ce qu'on va se débarrasser des œnologues et modéliser des dégustateurs? On me demande aussi, est-ce qu'on va se débarrasser des critiques? En fait, ce n'est pas gagné, cette affaire. Alors, parce que déjà, déguster un vin, ça prend quelques secondes, alors que faire une chromatographie, il faut aller au laboratoire, ça prend plus de 2 heures. Donc déjà, par rapport à ce critère-là, on est à peu près sûr qu'on ne va pas pouvoir se débarrasser du dégustateur. On a quand même fait des tests. J'avais un vieux set de données, encore une fois, venant de Champagne, où on avait fait déguster 50 vins de réserve de Champagne à 12 dégustateurs, avec une tâche par profil, c'est-à-dire, dis-moi si c'est très fruité, très citronné, etc., etc. Pour obtenir des notations par tous ces dégustateurs. Alors déjà, on voit sur le graphe noir que les dégustateurs ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Déjà, ça constitue une donnée compliquée à analyser. Et ensuite, on a fait progresser ce travail, on a fait de la chromatographie sur chacun de ces 50 vins de réserve, et on a entraîné l'algorithme pour se demander, est-ce que tu es capable de me retrouver le profil produit par les dégustateurs, normalisé, à partir de la chromato. Sur ce graphe-là, vous avez en noir la mesure qui a été faite et en rouge la prédiction par l'algorithme. On se rend compte que pour certains échantillons, comme le premier en haut à droite, ça marche extrêmement bien. Et pour d'autres, comme celui-ci, là, qui est en bas, on est dans quelque chose qui est très proche du hasard. Donc pour ce qui est de modéliser le dégustateur, dans ces travaux-là, on n'y est pas encore. Mais ça, ce sont des travaux de coin de paillasse, ce qu'on appelle en tant que chercheur les Saturday Experiments. Tiens, on va voir ce que ça donne et on verra bien. Mais il y a des chercheurs spécialisés en analyse sensorielle, bien plus avancés que nous, dont l'équipe espagnole et australienne, dirigée par Maria Pilar Sanz Navarra, qui avance très fortement sur cette question de la modélisation du dégustateur.
Ils ont réussi à reproduire 8 fois sur 10 des évaluations de vins australiens et espagnols par des dégustateurs sur des données extrêmement sensibles, comme la question de la texture du vin. Donc là, il y a peut-être un point de vigilance à avoir, dans la mesure où si nous, on n'avance pas en France sur ces sujets-là, d'autres vont le faire. J'ai rien contre cette équipe, ce sont tous des copains et je les aime beaucoup. Mais cependant, nos vins, c'est nous qui devons en maîtriser l'identité et la communication. Donc, il est absolument nécessaire qu'on garde la main là-dessus, de mon point de vue. En conclusion, l'IA, les réseaux de neurones, le traitement du signal, plus évolué que ce qu'on a fait par le passé, c'est clairement une opportunité pour en savoir plus sur nos vins. Peut-être pour rationaliser et avoir des outils d'aide à la décision sur la production, en savoir plus sur leur identité. D'où vient cette identité? Aborder la question du changement climatique et des changements des pratiques. Est-ce que si demain je change complètement ma façon de faire le vin, est-ce que je vais garder mon âme ou est-ce que je vais la perdre, cette âme? Par des analyses simples et un bon traitement de données, on doit pouvoir arriver à avoir des informations sur cette question. Mais cependant, ça a déjà été abordé, je suis la dernière de la matinée, donc je répète un petit peu, la question de la maîtrise des données, la maîtrise de votre image, la question de l'appartenance des données, sont des questions sur lesquelles on ne sait pas grand-chose et il va falloir avancer là-dessus. Est-ce que ces approches par IA constituent une preuve de contrefaçon, par exemple? Là-dessus, il n'y a aucune loi. Donc il est nécessaire de prendre les choses en main et c'est à nous, à vous et nous, chercheurs et praticiens, à prendre les choses en main pour faire évoluer les pratiques et ne pas avoir peur de ces réseaux de neurones, mais les adopter. Je le dis souvent, moi j'ai qu'une crainte, c'est qu'il y ait des laboratoires qui trouvent que le vin, c'est un produit fantastique. C'est un produit fantastique, on ne va pas se mentir. C'est un produit magique qui transporte énormément d'émotions, qui brasse pas mal d'argent aussi. Donc j'ai qu'une crainte, c'est que des laboratoires qui n'ont pas de lien avec la filière s'emparent du sujet et racontent n'importe quoi à partir de traitements par les réseaux de neurones, de données analytiques. Il y en a déjà qui existent. Donc, prenons conscience que les laboratoires d'énologie et que les praticiens sont assis sur des mines d'or avec toutes leurs data et travaillons ensemble pour arriver à les traiter correctement. Pour illustrer ça, j'ai fait avec ChatGPT cette image. À qui elle appartient? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle appartient à OpenIA? Peut-être. C'est moi qui ai fait le prompt. J'ai retravaillé, j'ai pris du temps. Est-ce qu'elle m'appartient à moi? Aucune idée. Méfions-nous. Merci.